Il y a une heure magique dans la journée. Enfin, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a même 24. Mais il y en a des spéciales. Et je trouve que les heures situées entre 3 et 6 heures sont toujours... Elles ont toujours cette ambiance, cette atmosphère un peu mystérieuse, sacrée. C'est le moment où je comprends des trucs, tu vois. Euh... Bon alors, pourquoi je suis réveillé à 3 heures? Regarde-moi, homme frêle et pâle. Tu vois bien que je suis pas adapté à la nature, pas encore. Donc, de temps en temps, quand bah là il pleut pendant 2 3 jours, j'en profite. D'habitude, quand je rentre en ville, j'y reste une journée, 2 nuits et je repars. Mais là, j'ai envie de rester plus longtemps parce que c'est pas que je sature de la nature, mais c'est que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai compris pas mal de trucs. Et maintenant, j'ai une phase d'extériorisation pendant laquelle il faut que je note toutes les idées et que je fasse découler mon processus de réflexion. Et du coup, j'ai dû attendre qu'il pleuve pour avoir ce moment. Parce que sinon, il faut que j'arrose quand les plantes elles sont toutes petites. Et du coup, quand je suis dans un environnement confortable, où je peux me lever la nuit, parce que quand je me lève la nuit sur mon terrain, il fait froid, il fait humide, et il fait nuit surtout. Là, j'ai de la lumière, la chaleur, elle est conservée à l'intérieur de l'appartement. C'est pratique. Et du coup, bah, je peux apprécier ces heures, entre 3 et 6 heures, quand j'ai fini la première partie de ma nuit, ou ma nuit complète, je sais pas encore. Et je peux apprécier ces heures, je peux les utiliser pour une activité bien particulière. Tu te mets en condition et là tu prends ta pile de livres usuels, t'attends 5 minutes que tu sois prêt et là tu fais appel à ton instinctothérapie pour choisir le livre qui t'attire le plus. Et alors moi j'ai trouvé le format de livre parfait pour ça. C'est des livres où tu peux lire 2 3 phrases et déjà faire des associations d'idées de fou. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant. Ah, l'agita. Alors je prends une page au pif et, et là je kiffe la citation. Alors là ça nécessite la page avant. Ok, on est au tout début. Donc t'as gagné 3 4 versets. 5. Arjuna dit: de celui qui incite adore par le service de dévotion et de celui qui voue son culte au Brahman impersonnel, au non manifesté, lequel des deux est le plus parfait? Le Seigneur bienheureux dit: celui qui attache sur ma forme personnelle son mental, et toujours s'engage dans mon adoration, plein d'une foi spirituelle ardente, celui-là, je le tiens pour le plus parfait. Quant à ceux qui tout entier se vouent au non manifesté, à l'indéfini, inconcevable,
inaccessible au sens, omniprésent, fixe, immuable. Ceux-là dont le culte consiste à maîtriser les sens se montrer égal envers tous et œuvrer pour le bien universel, certes, ils finissent aussi par m'atteindre. Pour eux cependant, dont le mental se lie au non manifesté, à l'aspect impersonnel de l'absolu, le progrès sera fort pénible. Avancer par cette voie est toujours difficile pour l'être incarné. Tu vois, je lis des trucs comme ça, j'adore. Il se passe des trucs après dans ma tête. Bon, là, je les connais, donc... Enfin, je connais quasiment le texte entier, tu vois. Mais malgré tout, si tu l'as pas lu pendant... Tu vois, là, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'avais pas lu. Et ça fait un mois que je remets le nez dedans. Et il se passe des trucs de fou. Parce que, en fait, quand tu relis un livre, tu sais, c'est cette histoire, tu peux relire 1000 fois un truc et toujours apprendre. Quand tu lis pour la première fois un livre, tu vas extraire les idées qui te semblent utiles, parce que ta mémoire, elle se souvient de que ce qu'elle trouve utile. Donc t'extrais les connaissances que tu trouves utiles, seulement ça. Ces connaissances utiles, tu vas ensuite t'en servir dans la vie, fort de la connaissance que tu as apprise dans le livre. C'est comme ça pour tous les livres, pour toutes les connaissances. Tu vas essayer de t'en servir dans la vie, et tu vas avoir un feedback, tu vas voir comment ça fonctionne. Et donc après, quand tu vas relire, tu vas avoir euh, déjà de quoi comparer. Tu vas aussi voir ce que tu as mal compris ou voir ce qui manque à la citation. Enfin, tu vois, tu vas pouvoir compléter. Et c'est comme ça que tu peux toujours apprendre d'une même chose. Je suis dans l'évangile de Marc et j'aurais pu t'expliquer comment Jésus utilise du cannabis pour guérir l'épilepsie, mais c'est trop long. Je vais plutôt lire celle sur les grains de moutarde parce que bah déjà il y a 2000 ans il t'expliquait comment faire des engrais verts. Il disait: à quoi nous allons comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Et là, tu vois, je fais ça, j'ouvre des livres, je lis un truc, jusqu'à ce que je sois... enfin, je le referme, et j'en rouvre un autre, et jusqu'à ce que je sois complètement dans un état de déconstruction, où tu vois, enfin, je dois me réadapter à ce que je viens d'apprendre, et c'est plutôt plaisant. Pourquoi je cherche à lire des livres comme ça? C'est parce que... pourquoi je cherche à lire ces livres? Pourquoi faire? Eh ben, parce que depuis tout jeune, non pas tout jeune, non depuis le lycée, je suis attiré par l'idée d'un, d'un, à l'époque d'un point commun, enfin des points communs entre les différentes religions. Et en gros, mon idée c'était de faire une sorte de spiritualité comparée. Ce qui est fait. Enfin, moi j'ai trouvé un peu partout, non pas des bases fixes, mais justement l'idée de d'impermanence, de ni vrai ni faux, etc. Donc je suis plutôt stable en la matière. Maintenant, c'est plus
je pars d'en haut, d'en haut. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, je suis ok. Maintenant, il faut que je me matérialise, c'est-à-dire que j'applique les, les, les idées que j'ai comprises sur l'univers et tout. Il faut que je fasse le lien avec le monde matériel dans lequel j'existe aussi, mais entre lesquels il y a une séparation. Entre les deux, si tu connais les centres, les grands centres, la conscience, le cœur, l'amour, et du coup le matériel, plutôt le ventre et le bas du ventre. Et donc tu vois ce qui unit le haut et le bas. Donc pour développer ça, pour développer la conscience de l'amour de partout, de tout, en fait, le fait que tout est amour et que du coup je dois aussi aimer tout, et ben c'est cette conscience qu'il me reste à développer et en fait j'ai l'impression qu'en lisant des textes de ce style pour ensuite transformer sa vision de la vie, son action dans le monde, m'aide à me convaincre de l'amour omniprésent et donc de ma capacité à m'incarner, à incarner mon monde, mon rêve, mon intérieur mental. Et je pense que c'est un peu la quête de la vie, c'est se développer mentalement et tout de suite, pas tout de suite, mais en égale quantité, voire plus, redistribuer ce que l'on connaît. On perd pas, quand on donne de la connaissance, on la perd pas, donc on peut la distribuer un million de fois. Et pourquoi la redistribuer? C'est parce que, d'une part, de manière très survie, si tu passes 20 ans à apprendre des choses et que tu te fais écraser avant d'avoir pu mettre en pratique, tout ça, t'auras été que consommateur. Donc ton service environnemental, il est pas top. Mais, enfin, du coup, pour te prémunir de ça, il faudrait que quand tu apprennes des choses régulièrement, mais tu vois, c'est naturel, tu te sentes le besoin de le partager. En fait, je crois qu'on n'ose pas partager nos connaissances, mais quand tu regardes, les gens ont tellement envie de discuter, de se connecter, que il suffirait de rendre toutes les connaissances qu'on a attirantes, d'où l'idée de d'évoluer le langage, de d'évoluer nos concepts, pour amener des concepts aujourd'hui très compliqués, en discuter avec tout le monde. Mais je m'écarte du sujet. Quoique non, finalement, pas tant que ça, parce que justement au sujet de la spiritualité, euh, au sujet de ces choses qui, euh, qui te font des illuminations et tout, des trucs comme ça, euh, aujourd'hui, c'est un domaine très hermétique. Enfin, moi, je connais pas le monde entier, hein. Je sais pas, je crois pas que ce soit comme ça partout. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en France, en tout cas dans la région dans laquelle j'habite, il y a vraiment, c'est très hermétique la spiritualité. T'as des endroits pour le faire, mais du coup, tu peux pas en discuter, tu peux pas, c'est quelque chose un peu de tabou parce que, en fait, les, les, les religions, les dogmes et tout, ils ont tellement dégoûté les gens de la spiritualité, mais en fait, c'est comme, il faut les séparer, c'est comme l'orgasme et l'éjaculation. Les deux ne sont pas forcément liés, il faut juste apprendre à les délier. Bah, la spiritualité et le dogme, il faut apprendre à les délier, voilà. Pour garder que la spiritualité et enlever le dogme. Voilà.
comme j'ai pas été trop là pendant les sécheresses, mon balcon, je l'ai laissé vivre. Alors, mon but, c'était aussi de sélectionner les espèces les plus résistantes à la sécheresse. Et du coup, mon bilan, c'est que tu vois, j'en ai des utiles. Des utiles, j'en ai conservé peut-être 5 ou 6. Donc là, j'ai 5 ou 6 espèces de légumes. Donc notamment, alors ça, c'est les plus incroyables. Ça, c'est des topinambours. Et eux, ils poussent, c'est les champions, quoi. Il faut que j'en amène sur mon terrain, ils sont trop bien, et surtout, il faut que j'en replante. Mais eux, il leur faut, j'ai remarqué, des pots profonds. Sinon, ça fait ça. Voilà. Une autre variété qui tient bien, c'est ça. Je sais pas si c'est de l'oseille ou des blettes. Ça pousse d'enfer l'un à l'autre. Juste là. Voilà. Si tu sais ce que c'est. Tige rouge. Regarde. Tige rouge et feuilles comme ça. On peut citer l'ortie aussi, hein, qui est une plante utile. Là, il y a des courges, mais je sais pas trop ce que c'est, qui poussent. Voilà. Tu vois, ça, c'est dans un petit bac, comme ça. Et ça pousse. Attends, je vais avancer un peu. Hop. Là, j'ai une enfin un truc de goji. Ça, c'est un chou particulier qui est un peu sec là. Ça, c'est attends, je sais plus. C'est du persil. Ouais, je crois que c'est du persil, un persil géant. Et lui, il tient trop bien à la sécheresse. C'est incroyable. Peut-être parce qu'il vient d'Italie. Bon, il y a du blé, mais bon, ça c'est pas très compliqué. Et puis, il y a de la ciboulette, mais ça, elle est habituée. Elle est là depuis longtemps. Encore de la courge. Et puis, une sauge. Un autre truc de goji, mais je crois que je l'ai tué. Enfin, il est mort de sécheresse. Et ça, c'était un chou rave que j'ai laissé pousser, que j'ai laissé monter en graines, comme on dit. J'ai juste récupéré, tu sais, le dessus. Et là-dedans, bon là j'ai laissé les plus petits, mais il y a des graines, voilà, pour l'année prochaine. Surtout qu'il a vécu dans les conditions, donc il est déjà habitué. Voilà. Donc les résultats de mon expérience, c'est que il faut que je trouve plus de variétés adaptées à la sécheresse, adaptées au manque d'eau, pour pas avoir à les arroser tout le temps pour les faire survivre. Voilà ma conclusion. Malgré mon peu d'expérience, il y a quand même des points importants que je réussis à lever, et celui qui fait le lien avec ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de se matérialiser, c'est la différence, c'est cette différence entre l'absolu, le vrai le vrai à l'échelle très générique, et puis ces déclinaisons de vrai ou faux, d'assemblage ou pas d'assemblage plutôt, qui en découlent. Et il me semble que c'est important de comprendre du coup ces mécanismes directeurs, parce que ensuite toute l'infinité de choses qui est créée en dessous de l'absolu, qui est un idéal et qui n'est pas réalisé, et ben tout ce qui est en dessous répète et décline les patterns initiales. Donc connaître la base, c'est comprendre plus facilement comment fonctionnent les spécificités. Donc c'est comme pour une langue, pour plusieurs langues. Par exemple, si tu veux faire le lien avec des langages proches comme espagnol et italien, c'est facile, t'as des radicaux assez proches. Après, si tu veux remonter peut-être avec et comparer avec le grec ou l'allemand, etc., peut-être que tu peux trouver des racines communes, mais encore plus génériques avec un passé plus lointain.
mais des radicaux qui ne sont pas encore spécifiés, qui ne sont pas encore déclinés en tout cas pour les spécificités culturelles qui se sont développées après. Voilà. Le problème de vivre que dans l'absolu, c'est que tu vis dans un monde qui n'existe pas encore. C'est comme je te le dis, c'est un idéal. C'est cet idéal. Bon, après là, je commence à être subjectif, mais pour moi, c'est une sorte d'harmonie. Difficilement descriptible puisque je pense que cette harmonie n'a pas d'attribut et je pense que par le biais d'un nombre d'étapes encore incalculable, innombrables, ça c'est sûr, nous sommes amenés à ça, voilà. Après, ce qui nous reste à imaginer, parce que moi j'apprécie particulièrement, ce à quoi j'apprécie réfléchir, c'est justement ces étapes entre l'absolu et maintenant. Et pour moi ça passe par des phases de science-fiction de plus en plus abstraites, de plus en plus conceptuelles, parce que là bon... il faut chercher dans des livres très précis pour trouver des concepts de science-fiction intéressants, mais parce que si tu dis science-fiction, tu penses simplement à gros vaisseaux dans l'espace et à planètes, à sauts dans l'espace et tout, mais déjà tous les vaisseaux devraient être organiques, ça devrait être des arbres, ça devrait être des animaux, il devrait y avoir un écosystème autour de chaque vaisseau, tu vois, et ça ils n'ont pas encore compris. Et du coup, c'est sympa d'imaginer le futur, et parce qu'en plus, ça te permet de faire le lien du coup entre l'absolu, plutôt le plus que mental, et le matériel, le maintenant. Voilà. Et entre les deux, cette création, à nous de créer en fait, si tu veux, on y arrivera à cette harmonie, cet équilibre, cette unité, et on y arrivera peu importe ce qu'on fasse. On peut détruire la Terre, on peut détruire toute la vie, et ça arrivera à d'autres endroits, enfin c'est pas un problème quoi. Par contre, c'est sympa de pas négliger l'idée qu'on peut y arriver, qu'on peut imaginer, et surtout qu'on peut participer à ça. Voilà. Est-ce que c'est pas le sens même de la vie? Au-delà d'aspects purement matériels, hein, qui sont de survivre, se reproduire. Non, là, on parle de construire quelque chose d'éternel, même si ni ce qu'on fait, ni nous ne le serons en le faisant. Voilà, tu vois, donc entre le maintenant et l'absolu, il y a tout ce futur à créer, à mélanger, associer les idées, créer des trucs de plus en plus complexes et en même temps de plus en plus simples. Parce que
cette harmonie, unité absolue, n'accepte pas de différence. Donc, à un moment, il va falloir prendre tous les concepts et les réunir, voilà. Mais bon, là, tu vois, je suis déjà dans ma science-fiction de l'absolu à n-4,5, tu vois. Voilà. Ah, quoique, peut-être plutôt 1, 2. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Depuis le début de l'humanité, je pense, il y a un besoin d'expression de la spiritualité. Je sais pas si c'est inhérent à l'humain, si c'est... enfin bref, il y a quelque chose de transcendant. Quelque chose qui s'est développé, qui a pris plein de formes dans le monde et dans le temps. Il se trouve qu'en Europe, depuis la Révolution française, enfin c'est un mouvement amorcé depuis ce moment-là, il y a une sorte de pas de rejet, mais de rejet de la sphère publique. C'est quelque chose qu'on perçoit comme tellement dangereux, qu'on a mis comme tellement source de dogmes, de privation de liberté, et qu'à la fin, on en est, à la fin maintenant, je veux dire, maintenant on en est à un point où plus personne, enfin la majorité des... Non, pas la majorité, mais une grande partie des personnes n'ont pas de spiritualité ou ne s'y intéressent pas. Pourtant, il y a un besoin. Il y a un besoin qui est là depuis des centaines de milliers d'années. Il n'a pas disparu en 3 siècles. Il n'a pas disparu en quelques décennies, même, plutôt. Et donc, il y a un besoin qui ne s'exprime pas. Un besoin ce besoin de transcendance, de se sentir connecté au tout, eh bien, il est vacant. Et comme tout ce qui peut être, tous les besoins peuvent être source de profit, j'ai un peu peur qu'on nous vende de la spiritualité, de la transcendance,